Bonjour et bienvenue dans l'émission que l'on s'accorde pour une vie de plus en plus élégante. Aujourd'hui, nous parlerons de la langue française, ce trésor que nous possédons. Nous parlerons de l'impact relationnel de notre langage, de l'élégance verbale, de son amélioration, de la façon de narrer notre vie et aussi, de fait, des liens et relations que nous entretenons. L'élégance verbale, la langue française. Pour moi, le français rime avec élégance verbale. France rime avec élégance de toute façon, n'est-ce pas ? Nous avons une chance inouïe de parler et d'expérimenter cette sublime langue au quotidien. Elle peut s'avérer complexe et beaucoup d'internationaux se demandent encore pourquoi il y a autant de nuances et d'orthographes différentes pour des mots et des expressions qui semblent dire finalement la même chose. Peut-être, mais le fait est que, au plus une langue est riche, au plus riche est la pensée de celui qui la pratique. Au plus il y a de nuances dans une langue, au plus notre pensée est fine et affûtée. C'est logique. Et nous ne parlons pas de connaître tous les mots alambiqués possibles et inimaginables. Nous parlons simplement d'ajouter de la couleur à nos récits, d'y ajouter des détails inspirants et du relief, vous voyez ? Notre langue et nos expressions font partie intégrante de notre culture. Elles reflètent souvent nos régions, notre éducation et nos classes sociales aussi. Mais elles révèlent aussi notre humour et nos orientations sociales et sociétales. Pour aller plus loin, notre façon de nous exprimer reflète la clarté de nos pensées, l'état dans lequel nous sommes et l'impact que notre interlocuteur a sur nous. En bref, nos langues et langages ont un impact réel et important sur tous les environnements dans lesquels nous évoluons. Mais qu'en est-il de l'élégance verbale dans tout ça ? Alors l'équation que je pose aujourd'hui est la suivante. Comment maîtriser l'impact de notre langage tout en améliorant notre élégance verbale et en apprenant à s'en servir pour atteindre nos objectifs relationnels ou simplement magnifier notre quotidien ? L'attention que nous portons à nos propos vient envelopper nos relations. Et dans ce cadre, nous allons dans un premier temps parler de ces relations. Nous allons commencer par le début. Qu'est-ce qu'une relation ? Étymologiquement, le mot relation vient du mot relatio, qui signifie récit ou narration. Ça vient du latin. Une relation est une histoire vécue. Et la qualité de cette histoire dépendra de l'attention que l'on va y mettre. Une relation est une responsabilité. Et c'est pour ça que dans notre cheminement vers l'élégance, nous devons veiller à la qualité de celle-ci. Ce que nous souhaitons, c'est de privilégier la qualité à la quantité, évidemment. Parce qu'en tant qu'individu élégant, côtoyer tout le monde et n'importe qui s'avère une énorme perte de temps. Non pas que notre temps soit plus précieux que celui des autres, je ne dis pas cela. Ce que je dis, c'est qu'en tant qu'individu élégant, nous sommes polis. Et la politesse veut que l'on n'écourte pas brutalement des discussions, que l'on ne mette pas quelqu'un dehors sans ménagement et rapidement, vous voyez ? La politesse ne veut pas non plus que nous passions des moments interminables avec des gens, mais simplement qu'il y ait une juste mesure. Donc ici, comprenez qu'une relation est une responsabilité et que pour enrichir notre qualité de vie, développons notre discernement sur nos choix de relation. Parce que si nous nous engageons dans une relation sans réfléchir, nous pourrions y passer plus de temps que prévu. Pour explorer cela, nous allons nous concentrer sur le lien, le partage, et non pas sur la nature de la personne. La personne en face de vous peut être n'importe qui finalement. Elle peut avoir n'importe quel style vestimentaire, elle peut appartenir à n'importe quelle classe sociale, elle peut exercer n'importe quel métier, elle peut avoir n'importe quel âge, ou presque, évidemment, on n'interagit pas avec des enfants comme avec des adultes. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça peut être n'importe qui. Ce qui compte réellement ici, c'est comment trouvez-vous cette personne brillante ? À savoir, comment celle-ci vous stimule ? Comment elle stimule vos capacités et votre intérêt ? Vous voyez ? Mais votre intérêt dans le bon sens du terme. Est-ce que vous vous exprimez facilement avec elle ? Est-ce que votre communication est fluide ? Est-ce qu'elle vous fait rire facilement ? Est-ce qu'elle vous donne envie d'être gentil avec elle, sans effort particulier ? Est-ce que vous n'avez pas besoin de vous concentrer pour interagir avec elle, vous voyez ? C'est ça le réel partage et le réel lien.
Vous voyez donc bien que la plupart des jugements lointains, sans avoir interagi avec la personne, ont beaucoup plus de chances d'être erronés que l'inverse. Cette alchimie qui se crée entre deux êtres humains, on a beau étudier la psychologie, la sociologie et toutes les sciences qui s'y rapportent, il y a toujours une petite part d'ombre qu'on ne comprend pas là-dessus. On comprend beaucoup de choses, mais pas tout. Et dans le fond, peut-être qu'on n'a pas besoin de savoir. Tout ce qu'on a besoin de conscientiser, c'est que ça existe. Cette alchimie-là, elle existe. Et que c'est très puissant. Donc, en fait, au lieu d'essayer de la comprendre, juste profitons-en. Vous voyez ? Le curseur qui indique la qualité de vos relations doit se placer à cet endroit-là. Sur votre lien et votre partage. Oui, notre esprit est construit et parfois bien encombré de préjugés, de stéréotypes, de schémas, tout ça. Mais si nous souhaitons aller plus loin, pour taper plus fort dans la qualité de nos relations, nous devons sortir de cette zone de confort. Pas besoin de faire n'importe quoi, c'est très simple, juste de rediriger son attention sur le lien et non sur le reste. C'est en cela que je dis ça. Certains ont une intuition très développée là-dessus, et c'est le top. Mais attention à ne pas se fermer. Parfois, ce n'est pas l'intuition qui parle. Parfois, on analyse une personne de loin, on établit un portrait de celle-ci dans notre tête, et quand on va la rencontrer, il y a cet énorme mécanisme psychologique qui se met en place et qui s'appelle, madame, monsieur, le biais de confirmation. Ce biais qui va donc privilégier les informations qui confirment nos idées préconçues. Tout simplement, vous voyez ? Donc à ce moment-là, ce n'est pas notre intuition qui parle, c'est notre analyse. Dans l'analyse d'une personne de loin, il y a évidemment sa tenue vestimentaire, son hygiène, sa posture, son statut, si on le connaît bien sûr, son intonation de voix, tout ce genre de choses, mais tout ça, c'est rien. Tout ça, c'est la partie émergée de l'iceberg. Ce qu'on analyse aussi, c'est surtout ce qu'il représente dans le contexte dans lequel il est. Par exemple, est-ce que c'est un professeur dans une université ou un soldat sur un champ de bataille ? Ou est-ce que c'est un soldat dans une université ou un professeur sur un champ de bataille ? Vous voyez ce que je veux dire ? Les représentations sont radicalement différentes. Qu'est-ce qu'on va analyser aussi, inconsciemment peut-être ? Ce qu'il représente par rapport à nous, c'est-à-dire, est-ce qu'il a l'air plus important que nous ou pas ? Et comment est-ce qu'on juge de ça ? Quelle place cette personne tient à côté de nous ? Est-il potentiellement un adversaire, un rival ? Est-il potentiellement un mentor, un enseignant ? Est-il potentiellement une source de conflit, un compagnon, un modèle, une source de soutien, un miroir de soi ? Vous voyez ? Ou plus intriguant encore, est-il un objet d'amour ou d'affection ? Vous voyez, ce n'est pas vraiment si simple dans nos analyses. Une fois de plus, je ne cherche pas à vous embrouiller ou à vous faire peur. Tout le monde n'est pas capable d'entendre ça et tout va bien, il n'y a pas de problème. Mais ça peut faire peur parce que toutes ces choses existent et elles sont si nombreuses que nous pouvons avoir la sensation que finalement, nous ne contrôlons rien du tout. C'est normal. Et notre esprit n'est de toute façon pas fait pour engranger autant d'informations et pour agir sur toutes simultanément et consciemment. Vous voyez ? Moi, je le fais ici parce que ça me passionne. Je fais beaucoup de recherches dessus et que je souhaite mettre à votre disposition plusieurs perspectives pour ouvrir le regard, pour vous proposer des pistes de réflexion. Mais ce que je veux que vous compreniez avant tout, c'est que oui, il est difficile de s'émanciper de tout ça, et d'ailleurs, est-ce vraiment le but ? Mais le premier pas, c'est d'avoir conscience de tout cela. Et avoir conscience que tout cela peut nous influencer dans l'analyse de quelqu'un. Et ensuite, faites confiance à votre esprit. Et il vous guidera loyalement, je vous assure. Quand nous avons donc ressenti cette connexion avec quelqu'un, nous créons un lien. Le lien, c'est le rapport de confiance que vous avez entre vous deux. C'est ça le lien. Et au cœur de ce rapport de confiance, il y a le temps. Le temps passé avec quelqu'un reflète la proximité que vous avez avec eux. Enfin, avec lui en l'occurrence. Avec le temps, vient la confiance. Et avec la confiance vient une solide relation de qualité. Pour faire passer une relation d'un certain niveau au niveau supérieur, vous devez mettre en place un système qui prend en compte la confiance et le temps. Pour avoir une structure plus claire dans votre esprit, je vais vous donner des degrés généraux d'intimité avec quelqu'un par rapport à une relation. Cette liste, elle est nuancée par chaque humain, évidemment, vous avez compris. Mais je vous propose cette structure comme point de départ.
Comme ça, vous pouvez comprendre comment faire passer quel est le niveau supérieur à passer si vous souhaitez faire passer une relation au niveau supérieur. Alors, le niveau 0, c'est le parfait inconnu. Ça, c'est assez clair. Le niveau 1, c'est la connaissance superficielle. C'est un degré d'intimité très bas. Ce sont des personnes que l'on connaît à peine. Ça peut être des voisins, des collègues de travail ou des connaissances occasionnelles, vous voyez. Ensuite, on a le niveau 2. Le niveau 2, ce sont les amis occasionnels. Le degré d'intimité ici, il est bas à modéré. Ce sont des gens que l'on voit de temps en temps, avec qui on a des intérêts communs. On peut avoir des conversations plus personnelles de temps en temps, mais la plupart du temps, ça reste assez léger. Ensuite, nous avons le niveau 3. Le niveau 3, ce sont les amis proches, dont le degré d'intimité est modéré à élevé. Il y a de la confiance mutuelle ici, et du soutien émotionnel. Ce sont des gens avec qui nous partageons des expériences de vie, des opinions et des sentiments plus personnels. Ensuite, nous avons le niveau 4. Le niveau 4, ce sont les relations familiales. C'est un niveau un peu spécial parce que les degrés d'intimité sont variables. Souvent, ils sont élevés, mais c'est variable. Ce sont des gens, donc forcément, avec qui on a un lien profond, dont on connaît les valeurs, les opinions, comme certains amis proches d'ailleurs. Mais le degré d'intimité, il va varier en fonction des dynamiques familiales. Ce qui va être différent des autres catégories ici, c'est que ces gens, vous les avez toujours connus et vous les connaîtrez toujours, dans le sens où, même si certains ont brillé par leur absence, leur ombre plane toujours quelque part dans votre tête ou dans votre cœur. Ce ne sont pas des inconnus au sens littéral du terme, vous voyez ? Après le niveau 4, nous avons donc le niveau 5. Le niveau 5, c'est la relation amoureuse, dont le degré d'intimité, il est très élevé. Ce sont des relations qui impliquent un haut niveau de vulnérabilité. Un haut niveau de vulnérabilité, de confiance et d'engagement. Ce que l'on attend d'une relation amoureuse, c'est une connexion émotionnelle puissante, un haut degré de confiance et d'engagement, et une connexion physique, profonde et spirituelle parfois. Enfin, selon la définition de l'amour de chacun, bien entendu. Et le dernier niveau, le niveau 6, la relation de confiance absolue. Relation rare, où l'on partage presque tout avec l'autre. Le niveau d'intimité est extrêmement élevé. Ce sont des relations marquées par une compréhension profonde, une acceptation mutuelle et un soutien inconditionnel. Et là, je vais ajouter quelque chose de crucial. Ce dernier niveau, le niveau 6, c'est le degré d'intimité et de confiance que nous devons atteindre pour nous-mêmes, envers notre propre personne, de vous à vous. C'est un objectif de vie, un soutien inconditionnel envers nous-mêmes. Apprendre à se connaître en profondeur. Essayer d'avoir une compréhension profonde de soi. Et enfin, avoir confiance. Confiance en son corps, en son esprit, en soi. Vous savez ce que c'est une des plus grandes erreurs du développement personnel moderne ? C'est de faire croire que la confiance en soi, c'est d'être convaincu qu'on va réussir tout ce qu'on veut. C'est fondamentalement faux. Parce que la réalité, c'est qu'on ne sait pas si on va réussir. Personne ne le sait. Et même avant ça, qu'est-ce que c'est réussir ? Est-ce qu'on sait vraiment ce qu'est réussir ? Est-on si prétentieux d'avoir la certitude que nous sommes capables de synchroniser simultanément et consciemment les milliards de facteurs qui dépendent de l'atteinte d'un grand objectif que l'on s'est fixé ? Vraiment ? Ça, mes bons amis, c'est de la prétention pure et dure. Nous parlions de prétention dans le dernier épisode, eh bien nous y revoilà. C'est prétentieux de penser comme ça. Et il ne faut pas s'étonner si nous passons pour quelqu'un d'arrogant, si nous pensons de la sorte. Et si nous nous cassons les dents sur le parquet quand nous échouons, il ne faut pas s'étonner, hein. Il faut se méfier du développement personnel et des motivateurs. Pardon, j'en perds mes mots. Donc, le développement personnel et les motivateurs, ce sont des amplificateurs d'action et de pensée à travers les émotions. Des amplificateurs. Et si ce n'est pas très bon dès le départ, si vous avez un socle moyennement solide, vous pouvez aller très vite et très loin, hein, ça c'est sûr, mais vous pouvez aller très vite et très loin dans de mauvaises directions surtout. Certains motivateurs, c'est plus perché qu'ils sont, c'est carrément encastré dans le plafond. Et pourtant,
croyez-moi sur parole, je suis très très amateur de développement personnel. Justement, parce que c'est puissant et c'est très intéressant donc. Et j'adore ça. Mais encore une fois, j'en appelle au discernement et à l'esprit critique de chacun. Être d'abord clair avec soi-même, établir un socle en or. Et il est plus sain d'amplifier de l'or que du plomb, pour les amateurs d'alchimie qui m'écoutent. La confiance en soi, ce n'est pas la certitude qu'on va réussir quelque chose. La confiance en soi, c'est la confiance absolue en ses capacités d'agir efficacement. La nuance est énorme. Je répète, la confiance en soi, ce n'est pas la certitude qu'on va réussir quelque chose. La confiance en soi, c'est la confiance absolue en ses capacités d'agir efficacement. Ça veut dire qu'on a une orientation, un objectif peut-être, et qu'on a la ferme intention de s'adapter aux aléas qui se présenteront sur le chemin. Ça veut dire que si l'on ne sait pas faire, on va apprendre. Ça veut dire que l'on mettra toutes les chances de notre côté, en cohérence avec nos valeurs, bien évidemment, notre environnement, en cohérence avec nos valeurs, notre environnement et notre cœur. Ça veut dire qu'on a la ferme intention, la volonté de faire les choses bien et de rester ouvert d'esprit tout en étant solide. Voilà ce qu'est la confiance en soi, la véritable confiance en soi. Ce qui rejoint exactement et à la perfection notre notion d'élégance, soit dit en passant. Et soit dit en passant, c'est aussi par là qu'on commence à travailler notre résilience. Tout est lié. Vous voyez ? Bref, tout ça pour dire que le niveau 6 de notre hiérarchie est le niveau à atteindre avec nous-mêmes. Et tout ça pour dire aussi que si vous souhaitez faire passer une relation à un niveau supérieur, maintenant que vous connaissez ces niveaux, vous devez vous y atteler par un système qui comprend du temps et de la confiance. Voilà. Alors, maintenant, le lien. Comment est-ce que nous créons du lien ? Eh bien, il y a 2 façons de créer du lien. Il y a premièrement les moments partagés ensemble et deuxièmement la conversation. Notre propos du jour, l'élégance verbale, concerne bien évidemment la conversation. Donc, je passerai rapidement sur le premier point, même s'il est très important et que nous pourrons en parler plus amplement plus tard, en l'occurrence, les moments partagés ensemble. Donc les moments partagés ensemble contribuent à construire le fameux récit, l'histoire qu'est votre relation. Et cela peut être bien des choses. Commençons par quelque chose de très français. Le repas. Simplement les repas. Oui, tous les gens de la planète prennent des repas. Mais accordez-moi qu'en France, le repas, c'est sacré. D'ailleurs, il est assez hilarant de voir la réaction des internationaux quand ils comprennent qu'un Français peut passer 7, 8 ou 9 heures à table en partant de l'apéro jusqu'au digestif en passant par les hors-d'œuvre, les entreplats, les plats, les fromages, cafés et autres trous normands. Il y a une incompréhension générale qui me fait vraiment beaucoup rire parce qu'ils nous imaginent en train de manger non-stop pendant 8 heures alors que ce n'est tellement pas ça. C'est tellement plus sympathique que ça. Il se passe tellement de choses pendant de tels repas, en fait. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je peux vite m'égarer tellement je suis passionnée par mon pays. Bon, les moments passés ensemble. Nous avons donc les repas, nous avons tous les passe-temps ou activités, nous avons toutes les choses amusantes, nous avons des ateliers, des cours de cuisine, des cours de danse, de yoga, des jeux, quels qu'ils soient. Toutes ces choses amplifie la qualité et les couleurs d'une relation. En fait, pour donner une orientation consciente et riche à une relation, il faut faire des projets ensemble. On pense souvent que les projets, c'est forcément des projets professionnels ou des projets scolaires. Mais pas forcément, pas que en fait. Un projet avec quelqu'un, c'est aussi simple que de décider quel film on va aller voir. Et pourquoi on va aller le voir. C'est quelle est l'activité qui nous correspond le plus pour l'heure et pourquoi. C'est essayer de résoudre des problèmes ensemble. Vous seriez surpris de voir tout ce que ça révèle chez quelqu'un d'essayer de résoudre des problèmes ensemble. Je pense que vous le savez en fait. Mais de le faire consciemment, vraiment, c'est très enrichissant. Alors pourquoi cherche-t-on à créer du lien ? C'est important. Là, je vais creuser dans vos mauvais souvenirs. Souvenez-vous d'un de vos projets communs avec quelqu'un ou avec un groupe de personnes qui s'est bruyamment cassé la figure. Souvenez-vous de ça. Et dans quelle mesure vos relations ont joué là-dedans ? La qualité de vos relations.
est-ce que vous voyez où je veux en venir ? Des relations de qualité sont non seulement un amplificateur de bonheur et une source infinie d'apprentissage, sans aucun doute, mais c'est aussi un filet de sécurité à ce que vous entreprenez. Non pas que vous ayez besoin des gens pour vous en servir et les utiliser quand ça ne va pas du tout, je ne dis pas ça. C'est juste qu'en ayant des relations de qualité, vous êtes plus enclin à trouver des solutions efficaces aux problèmes ensemble et accessoirement de bénéficier d'un soutien émotionnel mutuel. Vous voyez ? Je pense sincèrement qu'on serait surpris si on pouvait quantifier le nombre de projets qui se seraient terminés plus sainement si les parties prenantes avaient de meilleures relations entre elles. Ça, vous pouvez me l'accorder, je pense. Alors, bien sûr qu'avec des si, on refait le monde. Néanmoins, dans notre démarche vers l'élégance générale, c'est un excellent point de départ. C'est une excellente orientation. Si vous avez un besoin compulsif de bienveillance envers les autres, par exemple, pensez à cela. Offrir votre confiance à quelqu'un est l'un des plus beaux cadeaux que vous puissiez lui faire. Offrir sa confiance à quelqu'un, c'est lui faciliter la vie. C'est lui offrir un écrin de bien-être dans lequel se reposer. Votre confiance est précieuse. Apprenez à la connaître et surtout à l'offrir aux bonnes personnes, s'il vous plaît. Si vous pensez plutôt objectifs professionnels, par exemple, qui peuvent être divers, ce ne sont pas que les managers, responsables, cadres et autres directeurs et gérants qui ont des objectifs. Ce peut être simplement votre place saine au sein d'une équipe pour ajouter du confort à votre quotidien professionnel. Ça peut juste, entre guillemets, alors que c'est très important, ça peut juste être ça. Si vous le pensez sous cet angle-là, comprenez que les rapports de confiance stimulent sincèrement l'engagement, la productivité et le bien-être. Ce que j'essaye de vous faire comprendre ici, c'est que sous n'importe quel angle, qu'il soit privé, familial, professionnel, etc., il faut que vous essayiez de comprendre la qualité d'une relation sous ces différents angles. C'est pas juste au travail, c'est pas juste en famille, c'est vraiment partout. C'est partout et tout le temps. Et que vous ayez un état d'esprit très bienveillant de base, que vous vouliez vous mettre au service des autres, ou à l'inverse, que vous soyez un peu plus individualiste et que vous souhaitiez accomplir des objectifs personnels, ça peut être absolument les deux, d'ailleurs, c'est mieux quand c'est les deux en même temps, que vous soyez n'importe quelle personnalité que vous puissiez avoir, sous n'importe quel angle différent, professionnel, personnel, privé, etc., vous devez considérer la qualité de vos relations. C'est ça que j'essaye de faire en fait en vous donnant ces exemples-là. Alors personne ne vous demande de développer la qualité de toutes vos relations et de n'avoir que des relations de très haute qualité avec tout le monde. La question n'est pas là. La question, c'est de reconnaître les relations qu'on a autour de nous, de définir le rapport de confiance nécessaire à un bon équilibre. C'est de savoir développer ces relations si nécessaire. C'est pas toujours nécessaire. Et dernier point très important, et donc ça rejoint bien sûr tout le reste, ne pas faire rentrer n'importe qui dans ses relations. Savoir ce qu'on fait et pourquoi on le fait, c'est très élégant. Vous voyez ? Et aussi, avec tout ça, n'oubliez pas de laisser de la place à la fameuse rencontre fortuite, à la beauté de l'imprévu. Maintenant que vous êtes capable de définir et d'analyser beaucoup de choses, faites-en bon usage, mais au bon moment. N'intellectualisez pas tout le temps, même si je vous donne beaucoup de pistes pour le faire, parce que moi j'adore ça, je suis comme ça. Mais quand on a beaucoup intellectualisé, il faut revenir au moment présent. Vous voyez ? Écoutez et réécoutez l'émission si besoin, mais surtout, intériorisez-la, si en tout cas ce que je vous raconte vous parle, bien entendu, intériorisez-la pour pouvoir piocher dedans quand vous en ressentez le besoin. Si vous ressentez le besoin d'améliorer ou de changer les choses, allez-y. Mais si votre équilibre est bon, profitez-en. L'objectif ultime est d'avoir un équilibre qui nous convienne, de le reconnaître et d'en profiter. D'accord ? C'est ça l'objectif. J'ai l'impression de conclure alors que c'est que la première partie de l'émission. Je suis bien avec vous, on voit plein de choses ensemble, ça me plaît beaucoup. Alors, maintenant que les bases des relations sont posées, nous allons pouvoir discuter plus amplement de l'élégance verbale. Parce que l'élégance verbale habille nos conversations et contribue grandement à la présentation de soi. Si nous avons la volonté de sublimer le moment passé avec notre interlocuteur par nos propos,
il va le remarquer, quel qu'il soit. Notre façon de nous exprimer reflète l'attention qu'on lui porte. Il y a 3 types de langage. Il y a le langage social, donc notre langage du quotidien, notre langage décontracté. Il y a le langage professionnel, donc que vous utilisez en milieu professionnel, un langage plus large, plus lisse que le langage quotidien, un langage cordial qui ménage l'ego des autres, l'ego et l'émotion des collaborateurs. Et enfin, 3e type de langage, c'est le langage commercial. Le langage commercial est différent du langage professionnel dans le sens où il est plus axé produit ou service. Vous voyez, quand le langage professionnel est plus axé collaborateur. Le langage commercial, c'est vraiment axé produit et service. Le langage professionnel, c'est collaborateur. Vous utilisez un langage commercial pour vendre, ou pour analyser, ou pour utiliser un produit ou un service. Vous saisissez la nuance ? En partant de ce triptyque-là, nous pouvons faire des choix ciblés pour développer notre élégance verbale sur ces catégories de façon indépendante. Même si le langage commercial n'entre pas vraiment en compte, puisque pour parler de la technique d'un produit, on parle de la technique d'un produit, point barre. On ne va pas chercher midi à 14h, si ce n'est dans la façon de s'exprimer, mais pas dans les mots. Peut-être aussi dans la capacité à vulgariser, mais ce n'est pas le sujet du jour. Le principal ici est de savoir différencier ces 3 types de langage, de ne pas les confondre, pour pouvoir agir dessus indépendamment, même si à la fin, bien entendu, tout ça revient dans un même écrin, si je puis dire. Mais en tout cas, de savoir les différencier peut faire en sorte qu'on peut agir dessus, séparément. Pour comprendre l'élégance verbale, passons par ici. Vous vous souvenez que dans une des émissions précédentes, nous avons parlé précédente, nous avons parlé de la politesse et des codes sociaux. Que ceci permettait de rétablir un équilibre, un sentiment de justice, et étaient des codes universels pour ne pas souffrir de la présence des autres. Nous avons aussi parlé du respect d'autrui, de respecter la place que l'autre a, mais aussi de ne pas lui faire perdre la face, ne pas provoquer de douleur inutile, ne pas dire à un ami que ses parents étaient morts, mais plutôt qu'ils étaient partis, qu'un tel n'a pas largué ou laissé tomber un tel, mais qu'ils se sont séparés. Eh bien, l'élégance verbale prend tout son sens ici. Pratiquer l'élégance verbale, c'est créer un environnement de confiance, on y revient, un environnement confortable pour qu'une relation puisse s'épanouir. Être à l'aise et mettre à l'aise. Concrètement, il s'agit de ne pas être brutal dans ses propos, ne pas être grossier, sauf s'il est question d'humour, encore un vaste sujet que nous n'aborderons pas aujourd'hui. Mais donc ne pas être grossier, sauf s'il est question d'humour, ne pas être humiliant, ne pas faire de sous-entendus tendancieux, vulgaires ou inappropriés d'ailleurs. Et en fait, il s'agit de ne pas blesser l'autre. Vous voyez ? Et à l'extrême inverse du spectre, il s'agit aussi de ne pas être mielleux ou infantilisant, ne pas être gaga, comme on dit, ne pas faire preuve d'une gentillesse caricaturée, vous comprenez ? Ces derniers points sont tout aussi insultants que les premiers, voire plus en fait, finalement. Donc là, on a vu ce qu'il fallait pas faire, parfait. Mais qu'est-ce qu'il faut faire alors ? Pire encore, je vais vous ajouter une contrainte supplémentaire, je vais nous ajouter une contrainte supplémentaire pour qu'on s'amuse un peu plus. Que faut-il faire et comment faut-il le faire puisque chaque personne parle un langage différent et peut complètement se sentir insultée par nos propos alors que ce n'était pas du tout notre intention. Si vous voulez être sûr de vous accorder sur le langage de votre interlocuteur, d'abord, écoutez-le. Le premier qui parle est autant celui qui donne le ton que celui qui se jette dans la fosse au lion. Première chose. Deuxième chose, si vous êtes contraint de parler le premier, ou si vous en avez le désir, utilisez le langage, le registre de langage courant. Vous voulez améliorer votre élégance verbale ? Commencez par apprendre correctement le registre courant, et non le registre soutenu, comme la plupart des gens pensent. Non, parler correctement, c'est utiliser le registre courant, et croyez-moi, tout le monde est très très loin de l'utiliser correctement, j'ai envie de dire, finalement. Tout le monde est très loin de le connaître parfaitement. J'utilise ce registre pour parler dans cette émission. Je n'utilise pas le registre soutenu, j'utilise bel et bien le registre courant, avec des nuances de registre soutenu et des nuances de registre familier.
Vous voyez, à titre d'exemple. Voici les différents registres de langue. Le registre populaire, le registre familier, le registre courant et le registre soutenu. Et encore au-dessus du soutenu, il y a un autre registre qui s'appelle le registre sublime, qui est un registre littéraire très sophistiqué, mais c'est plutôt utilisé pour écrire de la poésie ou des tragédies, par exemple. Mais très peu pour parler, vous voyez. Donc nous pensons généralement qu'il y a 3 registres, mais c'est faux, il y en a 4, voire 5. Et le tout premier registre n'est pas le registre familier, c'est le registre populaire. Je vais vous donner des exemples. Vous allez vraiment comprendre. Alors, par exemple, si vous n'avez pas envie d'aller quelque part, en registre populaire, ça pourrait être « j'ai grave la flemme d'y aller aujourd'hui ». En registre familier, ça va être « j'ai vraiment pas envie d'y aller aujourd'hui ». En courant, « je n'ai pas envie d'y aller aujourd'hui ». En soutenu, « je n'ai absolument aucune envie de m'y rendre aujourd'hui ». Est-ce que vous saisissez ? C'est assez subtil finalement. Mais quand on l'a bien en tête, c'est clair, c'est assez clair. Je vais vous donner d'autres exemples. Si vous voulez vous assurer que quelqu'un a bien compris ce que vous dites, en populaire, vous pouvez dire « T'as capté ce que je veux dire ?» Je ne sais pas pourquoi je prends des accents de... je ne vais pas dire le mot, mais je ne sais pas pourquoi je prends des accents comme ça, je suis désolée. Donc en populaire, ça peut être « T'as capté ce que je veux dire ?» En familier, ça peut être « T'as compris ce que je veux dire ?» En courant, ça peut être « As-tu compris ce que je veux dire ?» Et en soutenu, ça peut être « Avez-vous saisi ce que je souhaite exprimer ?» Vous voyez ? Et un dernier exemple, si vous voulez dire que vous avez aimé un film, par exemple, en populaire, vous pouvez dire « Ce film, il déchire sa mère ». En familier, « Ce film est trop cool ». En courant, « Ce film est vraiment génial ». En soutenu, « Ce film est absolument remarquable ». Vous voyez ? Alors il peut y avoir quelques confusions, je vous l'accorde, entre le familier et le courant. Mais après, ça va peut-être se jouer sur l'articulation. Ça dépend des phrases, je dirais. Alors, est-ce que vous saisissez ? Donc tous les registres sont valables, hein. Je ne dis pas qu'il y en a un moins valable qu'un autre. C'est juste que, par exemple, le populaire, il est un peu plus laid. Il est juste un peu moins beau. Non, il n'est pas moins beau, il est juste plus laid. Mais bon, voilà, ça reste une façon de s'exprimer, c'est tout, c'est juste qu'il faut le savoir. Juste pour le plaisir, je vais vous énoncer ces mêmes phrases dans le registre sublime, parce qu'il est intriguant ce registre, et moi je l'adore. Et vraiment, donc j'ai fait des recherches. Enfin, c'est pas que j'ai fait des recherches, mais j'ai surtout j'ai travaillé sur cette émission avant de vous l'enregistrer, c'est normal. Et quand je l'ai fait, je me suis vraiment bien amusée. Enfin, moi, c'est le genre de truc qui m'éclate vraiment. Alors, par exemple, pour le registre populaire qui peut être « j'ai grave la flemme d'y aller aujourd'hui », en sublime, ça peut être « une lassitude insondable m'envahit à l'idée de m'y rendre en ce jour ». Ou encore « une mélancolie inexplicable m'assaille, m'ôtant toute velléité de m'y aventurer aujourd'hui ». J'adore. Ah, super. Alors, peut-être que là, si vous m'écoutez, vous vous dites « mais vraiment, elle se marre avec rien, celle-ci ». Mais vraiment, ça me fait rire. Alors, quoi d'autre ? En populaire, t'as capté ce que je veux dire ? En sublime, ça peut être « avez-vous saisi l'essence profonde de mes paroles ?» Ou encore « votre esprit a-t-il perçu la quintessence de ma pensée ?» En populaire, ce film, il déchire sa mère. En sublime, ce film transcende toute œuvre cinématographique atteignant les sommets de la perfection artistique. Ou encore, ce film est une œuvre sublime, un chef-d'œuvre qui élève et enchante l'âme. J'adore, ça me fascine. Cette langue est incroyable. Moi qui adore lire et écrire, imaginez le plaisir que j'éprouve en vous parlant de ça. Ah, c'est super. Alors, revenons sur Terre et cessons de rêver. Pour un temps, en tout cas. Revenons à notre élégance verbale. Vous comprenez que le registre courant est le registre à privilégier quand on parle à des gens que l'on ne connaît pas. Vous comprenez ça ? Ou que l'on connaît, peu ou pas.
Revenons sur les deux types de langage qui nous intéressent, donc le social et le professionnel. Comme je le disais, le commercial étant un cas à part entière. Dans le langage social, vous allez dissocier votre langage familier dans votre cercle proche et privé et votre langage dans le cas de rencontres ou de relations plus superficielles, avec lesquelles il est important d'avoir un langage tout à fait correct. J'ai dit tout à fait correct, j'ai pas dit parfait, évidemment. Ensuite, pour le langage professionnel, vous allez dissocier vos collaborateurs et toute la hiérarchie qui va avec, et vos clients. Donc d'un côté, vos collaborateurs et hiérarchie, et de l'autre côté, vos clients. À travers ces deux classifications, vous allez appliquer le prisme des 6 niveaux d'intimité qu'on a vus précédemment. De là, travaillez votre registre courant, entraînez-vous. Le but est d'être à l'aise dans ce registre, le registre courant. C'est une excellente base. Identifiez surtout si c'est nécessaire d'améliorer votre langage. Je dis n'importe quoi parce qu'il est toujours nécessaire d'améliorer son langage, évidemment. Ce que je voulais dire, c'est qu'il faut améliorer son langage par ordre de priorité. Peut-être est-il plus urgent de travailler votre langage professionnel que social. Vous voyez ? Ensuite, voyez si l'amélioration de votre élégance verbale est une coquetterie dont vous souhaitez profiter ou si c'est vraiment nécessaire pour vous sentir mieux dans votre environnement. Vous voyez, ces deux objectifs sont différents. Ils sont tous les deux tout à fait valables. Moi, j'adore m'amuser à apprendre la langue française juste pour mon bon plaisir. Je ne ressens pas le besoin d'améliorer mon langage pour être plus à l'aise dans mon environnement. Moi, j'éprouve ce besoin parce que ça me fait vraiment plaisir et que j'adore ça, vous comprenez ? Et donc, tous les deux objectifs sont tout à fait valables. C'est juste qu'il faut vraiment savoir ce qu'on fait et pourquoi on le fait, encore une fois. Pas de stress ici. Ici, à vous de choisir le travail que vous voulez faire. Encore une fois, moi je vous donne des pistes et j'essaie d'élargir les perspectives que la plupart d'entre nous avons. On a des perspectives, mais il faut encore plus les élargir. Parce que ça nous permet de nous améliorer, ça donne des directions à notre esprit. Et parfois notre esprit, vous allez voir, il y va tout seul. On n'a même pas besoin de faire le travail. Donc, soit vous souhaitez y aller en profondeur, donc vous prenez des notes sur ce que j'ai dit, sur ce que vous pensez, etc. Vous classez toutes les relations que vous connaissez, vous notez les pistes d'amélioration et vous expérimentez. Ça, c'est vraiment si vous voulez faire un gros travail sur vos relations et sur votre élégance verbale. Soit, et je vous conseille vivement de commencer par là, d'abord, contentez-vous d'avoir tranquillement ces informations en tête. Et votre esprit se chargera du reste, comme je vous le disais. Quand vous ressentirez le besoin de vous améliorer, votre esprit vous dira « Tiens, retourne sur l'émission de Jade Amélia, elle avait des pistes pour toi. » Ou alors, tiens, Jade Amélia en a parlé dans son émission. C'est marrant, maintenant je sais comment faire. Vous voyez ? Faites confiance à votre inconscient. Quand vous commencez à faire confiance à votre inconscient, vous vous libérez d'un bon nombre de poids, je peux vous l'assurer. Mais ayez ça en tête, tranquillement, pas de pression. Je vous dis ça parce que j'ai l'impression de vous délivrer beaucoup d'infos dans mes émissions, mais c'est vraiment pour vous donner des pistes de réflexion, c'est pour qu'on explore des sujets ensemble, vous comprenez ? C'est tout. Donc pas de stress, pas de mauvais sentiment d'urgence. Je ne tolérerai pas ce sentiment d'urgence dans mon émission, sauf s'il s'agit d'un sentiment de passion. Est-ce bien clair, mes bons amis ? Alors, une fois cela en tête, je vous donne un point de départ supplémentaire pour améliorer votre langage, comme si on n'avait pas assez. Par exemple, relevez les tics de langage que vous avez, ou les expressions populaires dont vous avez l'habitude d'user, et remplacez-les avec leur analogue du registre courant. Je vais vous donner des exemples. De « j'ai grave la flemme », passez à « je n'ai vraiment pas envie ». Pensez à votre articulation aussi, c'est important. N'articulez pas à outrance, vous aurez vraiment l'air con, mais pensez-y. De « c'est ouf », vous pouvez passer à « c'est incroyable ». De « elle déchire », passez à « elle est très douée ». De ce mec là-bas ou cette meuf là-bas, passer à cet homme là-bas ou cette femme là-bas, ou ce jeune homme là-bas, cette jeune femme. Vous voyez ? Ce genre de choses. De t'as capté, vous pouvez passer à est-ce que tu as compris ? De je vais bouffer, passer à je vais manger. C'est tout bête, vous voyez ? Mais c'est tellement plus joli. De oui, ça marche, passer à oui, d'accord. De j'ai pas de fric, j'ai pas de thune, passer à je n'ai pas d'argent. De « regarde ce gosse » à « regarde cet enfant ». De « j'ai acheté une nouvelle bagnole »
à « j'ai acheté une nouvelle voiture ». Et vous comprenez aussi qu'avec l'intonation que vous mettez, ça peut paraître tout à fait naturel. En fait, il faut, vous n'êtes pas obligé, et d'ailleurs c'est pas très recommandé pour n'importe quel apprentissage, d'être radical dans son avancement et dans son expérimentation. Faut y aller mollo, faut y aller tranquillement, il n'y a pas de problème. Vous pouvez garder cette intonation, mais changer un mot dans votre phrase. Et changer un mot, c'est déjà énorme. C'est déjà un vrai premier pas, en fait. Vous comprenez ? Donc pour commencer à vous améliorer, je vous conseille de commencer ici. On va revenir sur notre équation parce que c'est pas tout d'aller très loin dans la réflexion. Faut-il encore ne pas se perdre ? Notre équation était comment maîtriser l'impact de notre langage tout en améliorant notre élégance verbale et en apprenant à s'en servir pour atteindre nos objectifs relationnels ou simplement magnifier notre quotidien. Nous avons donc compris la nature d'une relation, comment la modifier en partie. Nous avons compris par où commencer et pourquoi améliorer son langage. Nous avons compris aussi que le registre courant était un beau filet de sécurité contre la majorité des chocs de culture linguistique et sociale. Et entre deux, on s'est bien marré avec les différences de registre. Mais vraiment, le langage, cette langue de France, on a une chance inouïe, mais vraiment, je le répète parce que pour moi, c'est très important. Cette langue est magnifique, mais... Alors moi, je suis une littéraire dans l'âme, vraiment. Moi, quand j'étais au collège, j'écoutais mes profs de français parler, non pas pour le contenu, mais vraiment pour la façon dont elles parlaient, ces professeurs. Elles me fascinaient, je trouvais ça absolument magnifique. À l'oreille, en fait, j'adore écouter, j'adore. Et je trouvais ça vraiment très joli, c'est très joli une langue bien parlée. Et je ne dis pas que les accents, les patois, ce genre de choses, ce n'est pas joli. Ça peut être tout aussi joli. L'accent bordelais. L'accent, c'est un accent un peu un accent du sud, mais pas très prononcé. Moi, je le trouve absolument magnifique, cet accent. Évidemment, l'accent du nord, il est un peu moins joli, même s'il a quelques charmes parfois, vraiment. Mais l'accent du sud, quand il est très prononcé, pareil, il est rude, vous voyez ? Mais pourquoi il serait pas joli non plus ? En fait, cette langue, elle est vraiment, vraiment très riche. J'essaye de vous transmettre quelque chose que j'aime, évidemment. Peut-être que vous n'avez pas cette sensibilité-là, et c'est pas grave. Enfin, vous avez certainement des sensibilités sur autre chose aussi. Mais moi, je trouve ça vraiment, vraiment beau, vraiment joli, vraiment satisfaisant, en fait, de bien parler et d'entendre en face de moi quelqu'un qui parle bien. Ça me charme, vraiment, ça me charme. Donc j'essaie aussi de bien parler à mes interlocuteurs parce que pour moi, c'est aussi une forme de respect. Non pas que les gens... non pas que les gens qui parlent mal soient de l'irrespect, mais si, c'est un peu de l'irrespect quand même. On va pas... Voilà, il y a des choses qu'on peut pas trop lisser, évidemment. Mais bien parler, c'est tellement agréable, c'est tellement joli, c'est tellement cool, en fait. C'est tellement stylé, non mais c'est vrai. Enfin, bon, je reviens à mes moutons. Donc maintenant qu'on a vu tout ça, on va parler... nous allons explorer la façon de narrer, de compter avec nos mots, de compter, de raconter. Vous voyez ? Comme je vous le disais, le mot relation vient du latin, du mot relatio, qui signifie récit ou narration. Donc pour magnifier une relation, il faut apprendre à narrer ses récits, à compter l'histoire de sa vie. Parce que tout ce dont on vient de parler, finalement, c'est juste la base. Je suis convaincue, très profondément, que nous avons tous, sans exception, des vies très riches. Sans exception. Et ce qui va impacter les autres, finalement, ce sera la sélection des informations, comme on en a parlé dans la dernière émission, et la façon de les raconter. Oui, il y a un peu de storytelling là-dedans, mais nous n'allons pas franchement nous attarder là-dessus. Nous allons plutôt nous attarder sur la richesse de notre langue, donc cette incroyable langue française qui est tellement élégante. J'ai appris dans l'une de mes lectures, il y a pas mal de temps déjà, la constatation de l'appauvrissement de la langue française. Vous me direz, pas besoin d'apprendre ça dans un livre, on sait très bien le constater tout seul. Mais c'est plus parlant avec des chiffres. En l'occurrence, j'ai appris que notre vocabulaire était passé en peu de temps de 12 000 à 5 000 mots en France.
Pour vous donner un ordre d'idée, le vocabulaire des Américains aujourd'hui est constitué d'environ 3000 mots. 3000. Pas de condescendance envers la langue américaine, aucune. C'est juste que vous savez que la langue américaine est réputée pour ne pas être très variée, très riche et très belle sur le principe. Nous, en France, nous nous rapprochons dangereusement de cela. Excusez-moi, mais c'est une honte. C'est une honte pour le patrimoine exceptionnel que nous avons. Et quand je parle de 5000 mots, je parle de la moyenne nationale, hein, parce qu'environ 10% des Français ont un vocabulaire qui se limite à 500 mots. 500 mots. Je ne sais pas si ça vous parle. Personnellement, le nombre de mots ne me parle pas plus que ça. J'ai autre chose à faire que de compter le nombre de mots que comporte mon vocabulaire. Ce qui me chagrine, ce sont les différences. On ressent une différence, et là, maintenant qu'on met des chiffres dessus, on comprend. Passer de 12 000 à 5 000 mots. Et ça, c'est aussi de constater que les gens ont du mal à s'exprimer. Et ce n'est pas que ça, du coup. Parce que qui dit avoir du mal à s'exprimer, dit aussi augmentation drastique des incompréhensions. C'est binaire. Et au moins on comprend, au pire c'est. Au moins on se comprend, au pire c'est. N'est-ce pas ? Donc vous voyez, je ne suis pas outrée comme ça gratuitement, juste pour dire d'être outrée. Je suis sincèrement désolée. Je suis sincèrement désolée de cette situation et je souhaite lutter contre ça. Je suis pas une guerrière qui va changer les choses de manière drastique, je ne dis pas ça. C'est juste que en faisant attention à notre langage au quotidien, c'est une bonne manière de lutter contre ça déjà. Vous voyez ? Bon. Pourquoi de tels appauvrissements ? Pourquoi autant de pertes de sens en fait ? S'il y a appauvrissement drastique, c'est parce que l'attention des gens se détourne de la langue française, se détourne du langage. Et tout ça, c'est le reflet d'une perte de sens général, d'une perte de passion. C'est la pire des choses selon moi. Comme dirait mon mari, tout cela, ce sont des gens qui ne rêvent plus. Je suis d'accord avec lui. Et c'est terrible, en fait. Pour moi, un cheminement sincère vers l'élégance est la meilleure façon de lutter contre ça. Retrouver le sens du beau, le sens du bon, le sens du sens, en fait. D'une vie vécue, d'une vie expérimentée et vécue. Certains reprochent ces propos-là et disent « Ah, si vous avez le temps de rêver, tant mieux, moi j'ai des bouches à nourrir. » C'est pas ça. Ce n'est pas dans ce sens-là qu'il faut prendre l'élégance. L'élégance, c'est pas un plus, c'est une base, c'est un socle. Ce sont des choses que nous devrions apprendre petits à l'école. Beaucoup plus que sur une simple feuille A4 avec les 10 commandements de politesse du petit loup. Même si c'est un début, je dis pas le contraire, mais un début ne suffit pas. On doit apprendre à être, on doit apprendre à apprendre selon ce que nous on comprend. On doit apprendre à nous connaître, à faire des choix, à interagir avec les autres. Tout ça, ça se fait naturellement dans les cours de récréation, mais c'est pas suffisant. Vous voyez ? Bon, il est absolument hors de question que je commence à discuter de l'éducation nationale française maintenant. Sinon, dans 427 jours, on y est encore. Bref, alors, 5000 mots. En ce moment, je travaille sur les travaux de monsieur Alain Bentolila. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un linguiste français qui a beaucoup écrit sur le sujet. Ce monsieur, il est officier des arts et des lettres, il est chevalier des palmes académiques, il est chevalier de la Légion d'honneur, officier de l'ordre du mérite national, il est docteur de l'Université catholique de Paris aussi, je crois. Il est professeur d'université, enfin bon bref. Au-delà de produire des travaux excellents, disons qu'en termes de capital confiance, on n'est pas trop mal avec lui, vous voyez. Donc revenons-en au fait. Comment pouvons-nous apprendre à mieux narrer notre histoire et mettre en scène notre vie à travers nos propos ? Ici, nous parlons donc bien d'enrichir notre vocabulaire pour décrire des faits. Et je vais vous dire un secret. Si vous souhaitez impacter votre interlocuteur, montrez-lui plutôt que de lui expliquer. Mais on parle bien d'expliquer avec des mots pourtant, non ? Alors, vous allez comprendre, je vais vous fumer la contradiction. Vous connaissez mon point de vue sur l'esprit humain. L'esprit humain est brillant. Il est fascinant, complexe et intelligent. Il génère des choses incroyables par lui-même. Alors, servez-vous-en. Servez-vous de l'esprit de votre interlocuteur. Servez-vous de sa capacité à générer des images, des souvenirs, des sons, des goûts. Au lieu de juste expliquer platement avec des mots banals, et oui, on dit banal au pluriel et non banaux, montrez-lui avec des mots. Et pour montrer avec des mots, on fait appel à la façon dont nous percevons le monde. Et comment est-ce qu'on perçoit le monde ? Avec nos 5 sens.
Nous allons donc enrichir notre élégance verbale par le vocabulaire des 5 sens. Avant de faire cela, je vous conseille de vous atteler à une petite recherche sur les champs lexicaux des activités principales de votre vie. Donc votre métier, vos loisirs, votre foyer, tout ça. Ça contribue déjà à étendre la base de votre récit, la richesse de vos récits. Ensuite, vous allez vous pencher sur le vocabulaire des sens. Je vais vous donner des exemples. Pour le sens de l'ouïe, vous pouvez par exemple employer les termes suivants. Quelque chose de chantant, de mélodieux, de cristallin, pour décrire la voix de quelqu'un par exemple. Un bruissement de feuilles apaisant, murmurant, serein. Un grondement de tonnerre vibrant, suave. Vous voyez ? Les cloches harmonieuses et la mélodie symphonique de l'église du village de mon enfance. Quand vous commencez à décrire les choses avec des mots pareils, des images vous viennent tout de suite en tête. J'espère en tout cas. J'espère. En tout cas, c'est ce que je cherche à faire. Par exemple, pour le goût, nous pourrions avoir une mousse de fruits aérienne et doucement sucrée. Nous pourrions avoir une onctueuse et réconfortante crème aux champignons d'été. Avec des pâtes, ça doit être tellement bon. Quoi d'autre ? Un arôme vanillé rond, suave et chaleureux. Une viande de caractère, marquée par sa cuisson et riche de saveurs. Une collation rafraîchissante et énergisante. Ensuite, pour les parfums, nous pourrions parler des effluves musqués de son parfum. Nous pourrions parler de la puissance aquatique, marine et minérale de l'air de la mer. Nous pourrions parler du parfum frais et camphré de cette pommade, de l'odeur irrésistible, ambrée et boisée de cet homme. Vous voyez ? Pour le toucher, vous pourriez dire par exemple que la texture des mains de cette personne est rugueuse et calleuse, que cette pâte à gâteau est ferme et rebondie, quoique un peu grumeleuse, que sa peau est veloutée et que ses cheveux sont vaporeux, que la finesse de ce chemisier en soie n'est que délicatesse et douceur. Et enfin, concernant la vue, alors là, vous pouvez longuement parler du volume de la forme et des couleurs de quelque chose. Et concernant les couleurs par exemple, et selon vos dispositions esthétiques et artistiques bien entendu, vous pourrez vous régaler sur le vocabulaire français, là c'est sûr. Par exemple, un simple jaune peut être bouton d'or, ambre, calisson, jaune floral, jaune miel, jaune soleil de Birmanie. Un simple orange peut être pêche, saumon, orange velours, mandarine, orange soyeux, tangerine, abricot ou alors paprika par exemple. Un simple violet peut être lilas, aubergine, améthyste, parme, prune. Un simple noir peut être un noir aile de corbeau, un noir mat, un réglisse noir fatal, un noir glacé, un noir envoûtant. Ce n'est pas simplement magnifique, franchement. Et là, nous parlons seulement d'agrémenter nos conversations pour mettre en scène notre vie. Agrémenter et développer notre vocabulaire va déborder judicieusement sur tous les aspects de notre vie. La rédaction des menus pour nos convives, la rédaction de descriptions pour vendre des services ou des produits, notre manière générale d'écrire, de voir les choses plus profondément, si vous êtes artiste par exemple, de composer un tableau de votre propre vie à l'aide des milliards de touches de couleurs que constituent les mots français. Vous comprenez ma passion pour cette langue ? Elle ouvre et déploie notre esprit. Je la maîtrise pas parfaitement, évidemment. Très sincèrement, je ne sais pas s'il existe quelqu'un d'encore vivant sachant la maîtriser parfaitement. Mais quand même, quelle chance nous avons, quel style, quelle classe, quelle élégance. Cette langue nous permet de savourer notre vie, croyez-moi. Alors, pour vous améliorer, gardez ces points en tête. Connaître le plus largement possible les champs lexicaux qui vous concernent, développer votre vocabulaire des sens,
Décrivez une situation comme vous le feriez habituellement à quelqu'un, puis réécrivez-la avec ce que vous avez appris. Et enfin, quand vous avez ce petit texte devant vous, trouvez l'équilibre. Un bon récit harmonieux est équilibré. Parfois, il suffira d'un seul adjectif descriptif pour illuminer votre phrase. Le but n'est pas de mettre des ornements partout, ça n'a pas de sens. Le but est de taper fort au bon moment, pas de taper fort tout le temps. Comme tout dans la vie, en fait. Donc, de taper fort, mais de taper au bon au moment opportun. Faites bon usage de ce dernier point, s'il vous plaît. Sinon, je vais vous donner un exemple. Ça, je ne l'avais pas prévu, mais je vais vous le dire quand même. Quand vous essayez de bien parler, renseignez-vous avant sur les mots et n'utilisez pas de mots dont vous n'êtes pas sûr de la signification. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion, mais je pense que oui quand même. J'ai eu l'occasion de travailler avec des gens qui ne savaient pas employer les bons mots, et c'est dommage en fait. Je me moque pas du tout, c'est pas la question. La question, c'est que eux, du coup, ils passent pour des gens un peu bêtes, et c'est vraiment dommage parce que ça n'a pas lieu d'être. Ces gens travaillent bien, mais ils savaient pas trop s'exprimer. J'ai eu par exemple quelqu'un qui m'a dit qu'il était honorifié de travailler avec nous. J'ai eu quelqu'un d'autre qui m'a dit que il nous donnait toutes les pistes, comme ça, on pourrait se décisionner sur... Oh, rien que de le dire, ça m'écorche les oreilles. Mais comme ça, on pourrait se décisionner sur la meilleure décision à prendre. Ici, je crois que le pire, c'est de... Je veux vraiment pas paraître condescendante, mais le pire, c'est de pas rire devant ces personnes. Parce qu'en fait, moi, ça me surprend. Bien sûr que tout le monde ne parle pas parfaitement, il n'y a aucun problème avec ça, il n'y a vraiment aucun problème. Mais quand vous avez quelqu'un qui vous sort ça et que vous vous y attendez pas, vraiment, il faut savoir se maîtriser. Parce que sinon, ça le fait pas, quoi. Donc, vraiment, quand ça m'est arrivé, je crois que j'ai fermé mon esprit complètement. Mon visage est devenu complètement impassible, j'espère en tout cas. J'ai fini la phrase, je suis rentrée chez moi et j'ai eu besoin de 5 minutes pour... Non pas que je sois choquée, c'est pas que je suis choquée, c'est juste qu'il faut que je me retienne de pas rigoler, quoi. Et je veux vraiment pas paraître condescendante parce que c'est pas du tout le but. Et tout le monde, ça peut arriver à tout le monde de faire des fautes, mais il y a des fautes qui sont quand même plus grosses que les autres, quoi. Donc faut faire attention. Tout ce que je veux vous dire ici, c'est de faire attention. Parce que moi, la personne qui est en face de moi, je le prends pas pour un abruti. C'est pas quelqu'un qui est abruti, pas du tout. C'est juste qu'il s'est trompé, voilà, c'est tout, c'est pas grave, ça arrive. Mais faites attention parce que tous les gens ne sont pas bienveillants. Et si vous faites des fautes, des grosses fautes, hein, j'entends pas des petites fautes, mais si vous faites des grosses fautes de français comme ça, comme celle que je viens vous dire, vous allez passer pour je sais pas, pour un con peut-être, je ne sais pas. Mais faites attention parce que les gens sont pas tous bienveillants. Donc voilà mon message là-dessus. Donc j'en termine là-dessus. On va passer à justement quelque chose qui va très bien avec ça, c'est de faire face à la critique. J'avais pas imaginé cette transition, mais ma foi, elle est opportune. Alors, faire face à la critique. Maintenant que nous sommes devenus des demi-dieux de la langue française, et maintenant que vous avez compris que cette première partie de phrase est bien entendu ironique, il est temps de parler de ceux qui vont se moquer de vous quand vous cheminerez sur cette évolution de langage. Justement. Donc là, on se met à la place de quelqu'un qui essaye donc d'améliorer son langage, qui peut faire des petites fautes, etc. Ça, c'est une chose, mais c'est surtout que quand vous allez bien employer des mots et que vous allez être différent de ce que vous êtes d'habitude, votre environnement, il va se dire « mais qu'est-ce que... pourquoi il change lui ?» Et ça peut provoquer des moqueries. Quand vous changez de registre de langage, en fait, c'est comme si vous changiez de voix. C'est bête, mais c'est vrai. C'est comme quand on change de langue entre français et anglais, par exemple. Écoutez une chanteuse que vous avez l'habitude d'entendre chanter en anglais. Écoutez-la chanter dans un bon français. Ça va vous faire drôle la première fois, je vous assure. Et après, vous allez vous habituer, pas de problème. Eh bien, le registre de langage, c'est pareil. Il est possible que votre entourage vous moque un peu la première fois. Parce que c'est comme si vous jouiez un personnage pour eux, vous voyez ? Comme si vous faisiez semblant de jouer dans une pièce de théâtre. Mais ayez confiance en le processus. Je vous assure que si vous introduisez subtilement et régulièrement,
quotidiennement des mots de plus en plus corrects, votre entourage va s'y habituer plus vite qu'il ne se rendra compte. Croyez-moi, croyez en mon expérience. Mieux encore, la théorie du désir mimétique va entrer en jeu. Qu'est-ce que c'est la théorie du désir mimétique ? En psychologie, c'est le fait de désirer ce qu'un autre désire, de désirer par imitation. C'est une théorie qui dit que le désir ne serait pas quelque chose d'autonome, c'est quelque chose qui se construit. Nos goûts donc, vont converger vers les goûts des autres. Et donc, ça existe, c'est réel. Donc, croyez-moi, si vous avez le désir d'améliorer votre vocabulaire et votre élégance verbale, que vous persévérez, vous pourriez bientôt voir poindre vos nouveaux mots dans la bouche de vos proches par réflexe. C'est pas le but, c'est juste un bénéfice collatéral, c'est tout. Et enfin, dernier point, j'aimerais vous parler de la critique de façon plus large. En cette fin d'émission, je voulais vous donner une petite astuce supplémentaire qui vous aidera si vous ne la connaissez pas. Je voudrais consolider votre discernement sur le fait de savoir si une critique est bonne à prendre ou pas. Il y a 2 types de critiques. Et non, ce ne sont pas les constructives et les non constructives, mais ça s'en rapproche. C'est la critique de quelqu'un, premièrement, et deuxièmement, la critique du comportement de quelqu'un. Là, je parle des critiques en frontal, des critiques qu'on vous fait directement ou qu'on rédige sur un support en sachant pertinemment que vous allez en prendre connaissance. Ce sont des choses qui sont destinées à ce que vous en preniez connaissance. Je ne parle pas des jugements qu'on peut avoir sur d'autres personnes en privé, dans le but que le but ne soit pas que les autres le sachent, que les gens visés le sachent. Vous comprenez ? En gros, si quelqu'un critique votre personne, donc dans cette circonstance, si cette critique est destinée à ce que vous l'entendiez, à ce que vous en preniez connaissance, si quelqu'un critique votre personne, ce n'est pas une critique à prendre. En revanche, si cette critique est sur votre comportement, vous pouvez l'analyser. Toutes les critiques qui vous viseront personnellement ne pourront que mal se terminer et sont de facto inutiles. Une critique de telle sorte ne peut se baser que sur de la mauvaise foi ou sur de la bassesse d'esprit. Si elle vous vise dans son entièreté, voilà, ça peut se baser que sur ça. Parce que l'autre ne vous connaît pas entièrement, point barre. Il va critiquer une petite facette de votre personnalité la plupart du temps, sur un comportement sorti d'un contexte, etc., etc. Il n'y a rien qui tient, en fait, dans ce type de critique. Et très sincèrement, si on ne vous aime pas dans votre entièreté, pourquoi prendre la peine de vous l'exprimer ? Si jamais il y a quelqu'un, moi, que je déteste, vous pensez vraiment que je vais lui dire ? Franchement, vous voyez ? En revanche, si l'on critique votre comportement, c'est ici que vous pouvez comprendre si la critique est constructive ou pas. Si la critique est une piste d'amélioration sur le chemin de votre objectif et uniquement du vôtre, elle peut être analysée. Parce qu'une critique, elle peut vous sembler constructive, mais attention aux apparences. C'est une piste d'amélioration pour votre objectif ou pour le système ou l'objectif de celui qui vous en fait part ? Attention. Vous voyez ? Et il y a aussi parfois des gens qui vous critiquent dans votre entièreté, alors que de facto, ils critiquent juste une partie de votre comportement. Donc attention. Ayez du jugement, ayez un bon jugement et un bon discernement par rapport à ça. Ça, c'était juste une petite chose. Voilà, c'est tout simplement ce que je voulais que vous gardiez en tête. Donc il se trouve que nous arrivons en fin d'émission. Donc revenons une dernière fois sur notre équation. Comment maîtriser l'impact de notre langage tout en améliorant notre élégance verbale et en apprenant à s'en servir pour atteindre nos objectifs relationnels ou simplement magnifier notre quotidien ? Qu'en pensez-vous ? Je crois qu'elle est résolue. Nous avons parlé de relations, de liens, de degrés d'intimité, d'élégance verbale, de type et de registre de langage, de la narration de l'histoire de notre vie, d'une façon de faire face à la critique et d'enrichissement de notre vocabulaire. Que demander de plus pour aujourd'hui ? Merci d'avoir passé ce beau moment avec moi. J'espère avoir stimulé votre imagination et votre cœur aujourd'hui. Et je terminerai cette émission sur cette citation d'Honoré de Balzac. « J'ai accompli de délicieux voyages, embarqué sur un mot. » À bientôt!